Hop. Alors, bonjour à tous. Bienvenue pour ce workshop dédié à l'excellence opérationnelle au service de la performance des chantiers nucléaires. Pour commencer, on va se présenter rapidement. Donc moi, je suis Yann de Saint-Germain. Je suis vice-président au sein de Capgemini Invent, qui est l'entité de conseil du groupe Capgemini. Et j'ai un background de performance des grands projets, performance de l'ingénierie dans le nucléaire. Gilda. Bonjour, donc Gilles Lamanac, moi je suis direction technique nucléaire en charge de l'approche technique sur le groupe construction EPR2. Donc moi je suis un ancien de Naval Group, 8 ans et demi à Naval Group, et avant j'étais atomicien, officier atomicien sur les sous-marins nucléaires. Voilà, donc j'ai fait pas mal de chantiers de construction et de maintenance, mais plutôt nucléaire naval. Merci. Arnaud Jurin, donc moi je suis chef de projet aujourd'hui chez Capgemini pour reporter des projets de transformation à la fois digital et opérationnel. Et j'ai un background dans la construction, j'ai commencé sur chantier et puis en bureau de préparation de chantier. Donc je vais essayer de traduire tout ça dans les secondes à venir. Alors, avant de démarrer, juste en intro, pourquoi est-ce qu'on a voulu avoir ce workshop? Donc, Capgemini est un partenaire historique de la filière nucléaire, à la fois un partenaire d'ingénierie et un partenaire digital. On a été impliqué sur nombre de grands chantiers nucléaires, à la fois dans le new build et puis sur le carénage de la flotte existante. Et avec, en fait, avec le renouveau du nucléaire, avec l'effervescence que vous voyez au WNE, on voit que la performance sur les chantiers va devenir un enjeu majeur des 5 ans, 10 ans, même 15 ans qui viennent. Donc nous, finalement, on travaille à la fois avec le secteur du nucléaire et puis en même temps, on est engagé aux côtés du secteur oil and gas, aux côtés des secteurs infra, du secteur des gigafactories. Donc on a aussi une capacité à apporter du REX qui vient de ces secteurs-là et à le transposer pour aller chercher la performance qui est attendue sur les chantiers. Et donc c'était assez naturel pour nous d'organiser ce petit workshop autour de cette thématique d'excellence opérationnelle pour la performance des chantiers. Alors, dans un premier temps, ce qu'on voulait juste faire, c'était reposer un peu l'objectif ultime et puis les quelques enjeux qu'il y a autour. Sur un chantier, finalement, ce qui va être clé, ça va être de délivrer dans les temps et en qualité. Et ça va passer par 5 grands enjeux. La maîtrise de la sécurité et de l'impact environnemental. 2, la maîtrise de la séquence de construction. 3, l'adhérence, la productivité, le temps bêta, l'adhérence à cette séquence de construction. 4, la conformité et la maîtrise des transferts. Et puis on en a ajouté un 5e compte tenu des grands programmes qui se profilent dans le secteur. C'est le REX pour la réplication et donc la capacité à aller gagner en performance d'un chantier sur l'autre. Finalement, nous, pour répondre à ces enjeux, on veut aujourd'hui développer avec Gilda et Arnaud 4 thèmes avec vous. Le premier, 4 thèmes et du coup 4 leviers de performance. Le premier, ça va être une réflexion autour de comment on optimise le parcours de l'opérateur et de façon plus globale, en regardant l'ensemble des parcours opérateurs, comment on optimise la gestion du site. Ça, c'est le premier levier. Deuxième levier, on pense que la maîtrise de la séquence de construction, elle passe par un système industriel autour de
l'OPC, autour de la préparation des activités de construction et de leur suivi d'exécution. Le troisième levier, c'est évidemment le levier digital, utilisé au juste niveau pour qu'il apporte de la valeur, pas en mode gadget. Et ça, c'est vraiment un point important. Et puis le dernier, et probablement un des plus importants, c'est l'organisation et la culture d'équipe sur le chantier. Donc pour démarrer, je vais passer la main à Gilda pour développer la partie parcours opérateur et logistique de site. Donc comme vous l'avez compris, nous, notre conviction, c'est bien la combinaison de l'approche métier, des remontées terrain, avec tout ce que l'on va être capable de faire avec notre division ingénierie sur le terrain pour bien comprendre les enjeux. Et ensuite, la combinaison de tout ça avec tout ce qu'on est capable de faire en termes de digital. Mais comme l'a dit mon collègue Yann, d'abord comprendre les enjeux. Et parmi ces enjeux, il y a un levier qui nous paraît important, c'est le parcours de l'opérateur. Alors le parcours de l'opérateur, certains parmi vous le connaissent. Si comme moi, certains parmi vous ont passé une bonne partie de leur carrière sur les chantiers de construction, bah, vous savez que le parcours de l'opérateur se décompose en 4-5 grandes phases et qu'à chacune de ces phases, il y a des enjeux assez forts pour permettre aux compagnons de travailler dans de bonnes conditions, d'avoir envie de revenir le lendemain et de le faire avec plaisir et in fine d'être productif. Donc il y a une thématique, un terme que tout le monde emploie là, depuis 4-5 ans qui est le temps métal, dont la définition varie un petit peu d'une entreprise à l'autre, mais grosso modo, ce temps métal, c'est cette durée pendant laquelle l'opérateur va être au plus près du produit, pendant lequel il va être productif. Comment on fait pour l'optimiser? Ce qu'on s'est dit, et là-dessus on n'est pas particulièrement innovant, là où on va essayer d'être innovant, c'est dans la décomposition du parcours de l'opérateur, comment on va pouvoir agir de façon globale, mais aussi de façon isolée pour traiter les problématiques les unes après les autres. Alors effectivement, dans le parcours de l'opérateur, on y va un peu de façon bestiale, hein, c'est-à-dire qu'on va se dire, au début, c'est comment on prépare l'intervention. Comment on réalise ce que les gens de la construction appellent la levée des contraintes. Et dans le nucléaire, en particulier, la levée des contraintes, elle est pas forcément simple. C'est-à-dire comment on va garantir que pour une intervention qui a lieu le lendemain, toute la mise en capacité de réaliser ce travail, que ce soit documentaire, outillage, métrologie associée à l'outillage, la matière première, et que tout ça arrive en temps, en heure et en accord avec la cellule OPC, la cellule ordonnancement, pilotage, coordination, dont mon collègue parlera après. Ensuite, une fois que cette préparation des interventions elle est faite, on s'est énormément focalisé à Capgemini sur les déplacements sur les zones de travail et sur la préparation du poste de travail. C'est-à-dire comment on prévient les incidents, comment on sécurise l'environnement et comment on prépare le travail avec rigueur. Alors, ce n'est pas que des mots. Si on a le temps un petit peu de développer, tout à l'heure, on vous montrera comment on a réussi à concrétiser tout ça. Après, il y a la phase d'exécution de la tâche en tant que telle. Et tous les nucléaristes qui sont là savent que l'exécution de la tâche, c'est une chose. Le contrôle de la bonne réalisation de cette tâche, c'en est une autre. Et puis après, il y a toute la remontée de conformité, la traçabilité, sur laquelle, forcément, nous, Capgemini, on allait particulièrement s'appesantir. Et aujourd'hui, sur un certain nombre de sites, sans forcément tous les citer, on s'intéresse également à la logistique des flux, à la détection très précoce des goulots d'étranglement, des flux évidemment de personnes, de matières, de bus, la détection donc de tous les nœuds qui peuvent se présenter, réduire notre productivité. C'est bien là où on va essayer d'agir. Évidemment, approche terrain et évidemment après, derrière, avec les outils de simulation ad hoc qui nous permettent d'aller au bout du raisonnement. Et pour finir sur ce parcours de l'opérateur, gardons à l'esprit toujours 3 objectifs pour nos clients. Évidemment la sécurité, bien sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on s'intéresse à la productivité au temps métal, effectivement là, c'est dans notre esprit donner aux compagnons les moyens effectivement d'être productifs dans ses déplacements, dans sa préparation, dans son exécution, dans sa remontée de conformité. Capgemini a bien à l'esprit que dans le nucléaire, tant que la remontée de conformité n'est pas faite, c'est comme si l'intervention n'avait pas eu lieu. Et puis donner aux collaborateurs, aux compagnons, l'envie de revenir le lendemain. Faire en sorte que l'expérience de utilisateur, comme parfois on dit dans les ESN, soit la meilleure possible. Et puis enfin, faire de nos chantiers sur lesquels on intervient une véritable vitrine des bonnes pratiques métiers. Donc c'est bien comme ça qu'on place notre approche du parcours de l'opérateur avec Capgemini dans son ensemble. Donc je vais céder la parole maintenant à Arnaud qui travaille sur l'OPC, ordonnancement, pilotage et coordination des tâches. Oui, effectivement, donc il y aura beaucoup d'opérateurs sur les chantiers, notamment on pense à Panly, on sait déjà qu'il va y en avoir jusqu'à 12 000.
Et tout ça, il faut les coordonner. Alors, ouais, plus fort. Donc le premier point, c'est comment on décline déjà des jalons pour cadencer les activités de l'ensemble du chantier. C'est hyper important. Faut définir le chemin critique, évidemment, avoir des jalons directeurs, mais surtout derrière, décliner ces jalons directeurs à chaque niveau de planification pour se doter d'une vision non seulement à long terme, mais aussi à quelques mois, à quelques semaines, et voire à la semaine. Il faut que tout ça, ça symbolise des livrables qui soient physiques, on pense principalement à cela, mais aussi documentaires, parce qu'il y a toute la préparation en amont qui amène à sécuriser les prérequis pour lancer les activités qu'on a prévues à l'heure. Donc le cadencement et la déclinaison de ces jalons, elle est importante pour donner une bonne vision à chaque niveau des équipes de ce qu'ils ont à faire et que ça corresponde et que tout le monde rame dans le même sens finalement. Ensuite, on a un planning détaillé, mais il faut éviter d'avoir un planning fictif qui déraille au moindre pépin. Donc, pour ça, la préparation est hyper importante. Il faut garantir les conditions de travail avant le lancement. Sécuriser tous les prérequis. Ce qui veut dire déjà définir toutes les contraintes géographiques. On voit souvent l'emprise du produit sur la zone, mais on ne pense pas forcément toujours aux emprises indirectes, c'est-à-dire où est-ce qu'on va stocker le matériel, par où on va passer pour accéder à la zone de travail, etc. Ça va générer beaucoup plus de contraintes de coactivité, de contraintes de sécurité qu'il n'y paraît lorsqu'on est en phase de conception. Après, il faut établir des checklists standards et dérouler, vérifier qu'on a toute la documentation, qu'on a tous les prérequis et piloter ça en amont des lancements. Le plus important, c'est de rien lancer tant que ce n'est pas prêt à 100%. Une fois qu'on est dans cette optique-là, il faut aussi anticiper qu'il y aura quand même des dérives planning. Et donc, une bonne pratique, c'est aussi d'engranger un stock d'activités prêtes à lancer avec un peu de contingence pour pallier aux différents aléas qui vont arriver. L'adhérence planning, ensuite, ça c'est un thème qui peut porter à ambiguïté quand on croise nos clients, ce qui est le mot planning, mais en fait il s'agit avant tout de mesurer la performance réelle et de faire l'écart par rapport à la performance prévue. Et s'assurer que tout le monde a une vision partagée de ces écarts. Et c'est ça le plus compliqué. Ça veut dire déjà traduire des activités, pas que en date de début, date de fin, mais aussi en quantité d'œuvres, que ce soit quantité d'œuvres physiques, mais aussi documentaires. Produire des milliers de plans, c'est pas anodin, il faut le piloter régulièrement. Ensuite, établir des programmes qui soient hebdomadaires, journaliers, et piloter les écarts entre l'avancement réel et celui qui était prévu. Et à chaque fois, bien mesurer l'écart entre ce prévisionnel et ce réalisé, parce que c'est là que se cachent toutes les causes racines des dérives planning et qu'il faut traiter. Donc ça, pour les identifier, alerter et les traiter rapidement, ça passe par une mise en place de routines, de checklists, de vérifier pas mal de critères et surtout se concentrer sur qu'est-ce qui ne va pas et comment on le résout pour éviter de tomber dans la réunionnite qui peut aussi nous attendre au coin de la rue. Derrière, donc on a parlé de gestion des aléas. Ça, c'est dernière chose hyper importante dans cette phase de préparation et dans le rôle de l'ordonnancement et du pilotage de l'OPC. Ces routines de coordination, elles doivent permettre de traiter les alertes en boucle courte et surtout définir les actions correctives, les affecter sur la base de constats partagés. Donc si on revient sur ce qu'on a dit avant, il faut un management visuel pour que tout le monde partage les jalons, partage les objectifs, que tout le monde ait conscience de l'ensemble des prérequis qu'il y a à lever, que tout le monde ait la même compréhension de la vitesse à laquelle on est capable d'avancer, pour que tout le monde ait la même compréhension des priorités pour traiter les écarts qui se trouvent en travers du chemin. Donc, dans le cas, c'est des basiques finalement. Si on passe à la prochaine partie, c'est l'enjeu dans le nucléaire. Je pense que c'est de gérer une grande complexité, une grande volumétrie d'informations qu'on a évoquées à traiter,
et accélérer les prises de décision compte tenu du volume d'informations et puis de la complexité des organisations qu'on va aborder juste après. Donc le digital, il va prendre une place assez importante pour faciliter et accélérer ces prises de décision. Et avant tout, déjà de consolider un ensemble d'informations autour de ce qu'on va appeler les work packages. Parce que c'est ça, ça doit être le pivot dans vos systèmes d'information, dans vos choix d'outils. C'est ce qui doit être le pivot de toute l'information qui va être traitée dans, on voit parfois jusqu'à 30 outils différents utilisés sur un même chantier, pour une seule entreprise. Donc les work packages, ça doit être au cœur de tous les systèmes d'information pour pouvoir coordonner et consolider ces données. Ensuite, ça va être aussi, ces work packages, des véhicules d'échange entre les différentes entreprises, parce que les work packages de construction vont être affectés, attribués à différentes entreprises. L'OPC, il doit avoir une vision globale, et pour se doter de cette vision globale, il va distribuer ses work packages, et il doit s'assurer qu'en entreprise étendue, les transferts d'informations sont aussi fluides. Ça, c'est assez compliqué. Et donc ce qu'on recommande, c'est de partir des schémas industriels pour définir la stratégie SI, assurer co-construire aussi le système avec l'ensemble des industriels d'un projet pour s'appuyer sur les différentes forces de chacun, les outils qu'il y a déjà à disposition, éviter de redévelopper des choses qui vont retomber qui risquent de provoquer des redondances, etc. Et puis au-delà de ça, s'appuyer sur des référentiels communs. Donc une certaine partie est portée par les exercices du GIFN. Donc ça, c'est la vue tête haute. Après, si on se place du niveau des utilisateurs, il faut bien penser et avoir en tête que ça peut être vite perçu comme une contrainte, le digital. Donc il doit être au centre des réflexions et des choix de développement d'outils. Effectivement, il y a beaucoup de progrès dans les interfaces utilisateurs des applications une par une. Par contre, il faut prendre en compte son contexte global. Comme on l'a dit, il y a parfois une vingtaine d'applications qui sont à disposition d'un utilisateur, vers laquelle il se tourne. Est-ce qu'il y a des redondances entre chacune? Ça, c'est hyper important de le poser pour éviter qu'il se décourage et qu'il n'utilise rien. Et finalement, ça pose la question de quel est le juste besoin de digitalisation. Je pense qu'il y a un enjeu à capitaliser le REX, on l'évoque, et puis il y a cet enjeu de réplication. Il y a l'enjeu de fluidifier la communication et il y a l'enjeu d'aider à la décision. Donc digitaliser le nécessaire, ça va être limiter le nombre d'outils et d'interfaces pour accélérer les communications entre outils. Mais ça va être aussi choisir et identifier clairement les informations qu'il faut capter, qu'il faut historiser, qu'il faut tracer, et les informations qui vont être nécessaires à des bonnes analyses critiques, notamment d'analyse sous contrainte, de planification sous contrainte, d'analyse des risques, etc. Et je pense que l'approche, elle doit être focalisée sur ces enjeux-là. Voilà, merci. Ouais, je vais passer au quatrième levier. Alors vous l'avez compris, Capgemini, c'est pas une entreprise d'ingénierie, c'est pas une entreprise digitale, c'est pas une entreprise de conseil, c'est les trois à la fois. Donc la problématique pour nous, c'est de vous le démontrer dans notre approche des chantiers nucléaires. Et on a volontairement décidé de terminer par ce levier-là. Ce levier, c'est le levier qu'on a appelé organisation et culture, tout simplement parce que parmi tous les clients qu'on adresse sur ces chantiers de construction nucléaire, on peut imaginer tout l'outillage que l'on veut en termes de process, d'organisation, de digital, de proforma, de remontée de conformité, de ce qu'on veut. Ce qui va compter à la fin, c'est l'organisation et la culture. Et nous, Capgemini, on est en train d'accumuler ce savoir-faire de la part de tous nos clients et on essaye aussi de faire transpirer ce savoir-faire vers nos clients pour leur dire, vous voulez faire du digital, très bien. Vous pensez que l'IA va être un facteur d'accélération? On est clairement d'accord, nous, Capgemini. Mais pour que tout ça fonctionne, il va falloir qu'on réfléchisse en termes d'orga, de culture. On a décidé, on pourrait en parler pendant des heures, moi j'ai décidé de faire le focus sur 3 items sur lesquels récemment on a pu échanger avec nos clients. Et tout ce que je vais vous dire là, ce sont des choses qui sont remontées texto depuis nos clients.
C'est pas moi qui vous le dis. Alors, la première chose, c'est la présence terrain. Alors là, tout le monde va se marrer en disant bah ouais, non mais c'est bon, on a déjà été comme toi sur les chantiers de construction. Tout le monde prétend que les managers première ligne sont du matin 8h jusqu'au soir 18h sur le terrain, mais dans les faits, c'est pas vrai. Ils sont devant leur ordinateur et la présence terrain, elle ne cesse de décroître. Et nos collaborateurs et nos compagnons sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on essaye de réfléchir avec nos clients sur des choses un peu concrètes. Certaines, je peux en parler, hein. On a essayé avec certains de repenser toute la fonction de chef d'équipe. Cette fonction de chef d'équipe, est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour faire des ressources humaines et pour cliquer, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour être avec ses collaborateurs sur le terrain pour faire avancer le travail? Comment ça se passait dans les années 60? Il me semble qu'on arrivait à faire des SNLE et des réacteurs nucléaires dans les années 60 et il n'y avait pas d'ordinateur. Ce qu'on essaye de faire aussi sur cette présence terrain, c'est effectivement de ne pas avoir d'approche comptable. Il y a pas mal de boîtes qui ont essayé, vous savez, de comptabiliser le nombre de fois que le manager venait sur le terrain. Tu es allé 3 fois cette semaine, oui, mais concrètement, tu as fait quoi? Tu as vu quoi? Comment tu as traité le sujet? Est-ce que c'est intéressant? Là aussi, Capgemini va essayer d'apporter de la valeur. Et puis réfléchir à une organisation qui permet d'avoir les managers sur l'ensemble des postés. On est tous là à dire il faut faire du 3-8, du 2-10 avec le 8 de nuit, dédié au tir gamma, etc. Mais est-ce que les managers suivent ce rythme qu'on impose aux compagnons? Deuxième vecteur, je vais aller très vite sur l'organisation et la culture, c'est la responsabilisation. Là aussi, on dit tous qu'il faut faire de l'empowerment avec nos collaborateurs, nos compagnons, tout en bas de l'échelle jusqu'au plus haut niveau. Mais comment on s'y prend concrètement? On a pas mal de chantiers là-dessus. L'objectif, effectivement, c'est dit est-ce que, par exemple, parfois on ne contrôle pas trop? Est-ce qu'on ne peut pas réduire les contrôles, mieux les cibler et responsabiliser ce qu'on appelle les responsables d'exécution au sein d'un binôme ou d'un trinôme, de façon à ce que lorsqu'ils appliquent leur PFI, lorsqu'ils font leur remontée de conformité, ils se sentent valorisés et que ça ne soit pas simplement considéré comme du flicage. Pareil, dans le traitement des anomalies, on a vu un certain nombre de chantiers que je ne peux pas citer qui ont mis en place des boucles opérationnelles de pilotage. Des boucles opérationnelles qui permettent de faire remonter les anomalies, les écarts au bon niveau hiérarchique, de façon à avoir le bon traitement, de façon à ce que le chef de chantier ne soit pas sollicité pour les 42 anomalies qui sont déclarées par heure sur certains chantiers. Et puis la mise en place de référents. Alors là, vous allez me dire, effectivement, on peut mettre autant de référents qu'on veut. Alors, il y a des référents PFI, des référents THE, je vois un ancien collègue à moi de Naval Group, des référents dans tous les sens, mais c'est quelle importance on donne à ces référents organisationnellement? Est-ce que vraiment on prend ça au sérieux? Et est-ce que les gens qui vont faire ça vont vraiment être valorisés pour le faire? Et dernière chose, et je m'arrêterai là, c'est la motivation. Comment on motive nos collaborateurs? Comment on motive nos compagnons? Là aussi, on réfléchit à ça. Alors effectivement, la motivation, ça passe par la formation, par les parcours de qualification, par la montée en compétences, par la fidélisation. On sait tous ici qu'un bon soudeur, un bon chaudronnier, ça ne va pas être des rotaries de 2 ans qu'on va leur imposer, ça va être un petit peu plus long, ça va se faire dans la confiance avec une organisation apprenante qui valorise ces parcours qualifiants et qui le valorise vraiment. Et puis la transition numérique, Arnaud vient d'en parler, cette transition numérique, il y a 2 modèles. Il y a le modèle où on arrive, on balance les outils, démerdez-vous avec, on revient dans 10 jours, on verra si vous avez réussi à faire votre remontée de conformité avec des tablettes numériques par exemple. Et puis, ce que Capgemini essaye de faire, c'est-à-dire déployer nos équipes d'ingénierie avec l'appui des équipes digitales au plus près de nos clients pour être sûr que le moindre problème, on est capable de le débugger. La tablette, on n'arrive pas à la connecter, on est là. Je ne comprends pas, quand j'ai les gants, ça ne marche pas, j'arrive pas à cliquer, on est là. On aimerait bien spécifier de façon manuscrite la non-conformité qu'on a réalisée, on est là. On sera là jusqu'à ce que notre client nous dise c'est bon, vous pouvez dégager, on n'a plus besoin de vous, la solution numérique, on l'a réellement acquise et déployée. Voilà. Merci beaucoup. Arnaud et Gilda. Moi, je voulais terminer sur 2 points. Le premier, c'est que la construction, ça peut paraître évident, mais ce que je vais vous dire, mais ça nous semble clé quand même comme message. La construction et le système de la construction doit être pensé de façon intégrée avec l'ingénierie et le procurement. Et la performance de la construction, elle naîtra aussi de cette intégration. Ne serait-ce qu'en termes de levée des contraintes et aussi en termes de remontée de conformité. Donc ça, c'est un point de fond pour terminer. Et puis après, le deuxième point, le groupe Capgemini, au travers de ses capacités d'intégration, ses capacités de service d'ingénierie, ses capacités de service de conseil, ses capacités de déploiement d'infrastructures, a la possibilité, la capacité, le retour d'expérience, les systèmes et les assets qui permettent de traiter l'ensemble des dimensions qu'on a évoquées. Et clairement,
on va être engagé dans les années à venir avec l'ensemble de la filière pour réussir les grands chantiers nucléaires qui arrivent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a partagé? Pas de questions? Non? Eh bien, merci beaucoup. Merci.